Qu'est-ce que l'intelligence? On pense tous savoir ce que c'est, jusqu'au moment où on essaye de le définir. Est-ce que c'est résoudre des équations? Comprendre les émotions des autres? Prendre de bonnes décisions? Est-ce que c'est créer quelque chose de nouveau? Ou même simplement poser les bonnes questions? On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, d'algorithmes qui pourraient dépasser les humains, mais est-ce qu'on sait, nous-mêmes, ce qu'on entend déjà par intelligence humaine? Avant de s'inquiéter de la machine, est-ce qu'on a vraiment compris ce que penser, comprendre, apprendre? D'ailleurs, j'aimerais beaucoup votre avis là-dessus. Si vous deviez définir ce que c'est que l'intelligence, si vous deviez donner votre propre définition, qu'est-ce que vous diriez? Je vous invite à mettre votre réponse en commentaire et je pense que vous allez vite voir qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes qui regardent la vidéo. Parce que l'intelligence, c'est pas un concept universel. Ce qu'on appelle l'intelligence varie énormément en fonction de la culture, des époques, des contextes. Dans certains pays d'Afrique, par exemple, on associe l'intelligence à l'empathie. Quelqu'un de très égoïste, même brillant, ne sera pas vu comme intelligent. Alors qu'une personne attentionnée, à l'écoute, le sera beaucoup plus. Et ça, c'est déjà un premier indice. Peut-être que l'intelligence n'est pas une chose qu'on peut mesurer avec un seul chiffre. Peut-être que notre vision est beaucoup plus limitée que ce qu'on croit. Aujourd'hui, on va creuser cette question. On va explorer ce que la science dit et surtout ce qu'elle ne dit pas sur ce qu'est l'intelligence. On va parler de QI, de cerveau, de potentiel, mais surtout on va s'intéresser à ce qu'on appelle le génie. Et vous allez voir qu'il ne se cache peut-être pas où on l'attend. Mais avant d'aller plus loin, j'ai un premier secret à vous partager. Pas un secret qui vous rendra plus intelligent, mais un secret qui va vous aider à rester concentré. Parce que réfléchir, apprendre, chercher à comprendre, ça demande de l'énergie. Et moi, pendant longtemps, ce que je faisais pour rester concentré, c'était de boire du soda. J'en buvais énormément, mais on va être honnête, à la longue, c'est très sucré, ça fatigue, plus que ça n'aide, et surtout, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus sain pour la santé. Et c'est là que Oli m'a aidé. C'est une marque de boisson en poudre que vous mélangez simplement avec de l'eau. Il y a plusieurs gammes en fonction de vos besoins, comme Oli Energy, qui permet de rester concentré et d'avoir de l'énergie mentale. C'est la gamme que j'utilise quand j'ai besoin de rester vraiment focus pour écrire et réfléchir. Oli Hydratation, qui est parfaite pour compenser après le sport ou en été, avec des électrolytes parfaits pour s'hydrater. Il y a aussi Oli Iced Tea. Là, c'est clairement la version plaisir. Il y a tout le plaisir des thés glacés classiques sans les litres de sucre. Et pour finir, il y a aussi Oli Milkshake, qui est plus gourmand, toujours sans sucre ajouté, pour ceux qui veulent une pause plaisir un petit peu différente. Et la différence, elle est énorme par rapport aux boissons que j'avais l'habitude de boire. Pas de sucre ajouté, des arômes naturels, des goûts variés, et surtout, pas le petit coup de barre qu'on a en général après une boisson un petit peu trop sucrée. Si vous voulez tester, il y a un pack découvert pour essayer plusieurs saveurs et trouver la vôtre. Le lien se trouve en première ligne de la description et en commentaire épinglé avec mon code promo ChristophePoly5. Et vous avez également le code promo ChristophePoly qui offre une réduction de 10% sur toutes vos prochaines commandes. Merci à Oli de sponsoriser cet épisode et maintenant revenons à la vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que l'intelligence? Pour comprendre l'intelligence, il faut d'abord accepter un point important, il n'y a pas de définition universelle de l'intelligence. C'est un concept qui nous échappe dès qu'on essaye de le saisir. Et pourtant, en science, on a besoin d'avoir des concepts précis et mesurables pour pouvoir étudier correctement les choses. Alors, comment les chercheurs s'y sont pris? Ils ont fait ce qu'on fait souvent face à un problème complexe, ils ont observé, mesuré et cherché des patterns. Et c'est là qu'ils ont découvert quelque chose d'assez contre-intuitif quand on fait passer à des gens une batterie de tests cognitifs différents, donc sur la mémoire, le raisonnement logique, la compréhension verbale, la vitesse de traitement. On observe qu'il y a une corrélation positive entre tous ces tests. Autrement dit, les gens qui sont bons dans un type de tâche cognitive ont tendance à être aussi bons dans les autres. C'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance statistique assez forte. C'est un petit peu comme à l'école, on a tous connu cet élève qui était aussi bon en maths qu'en français, en histoire ou en sport, et ça pouvait être un petit peu agaçant. Cette tendance d'être bon partout ou moyen partout, les psychologues ont appelé ça le facteur G. G pour facteur général d'intelligence. Ce facteur G, c'est en quelque sorte la puissance mentale brute d'un cerveau. Une sorte de moyenne de toutes les capacités cognitives. Et c'est ça, et uniquement ça, que les tests de QI ont été conçus pour mesurer. Maintenant, la question qui se pose naturellement, c'est d'où vient ce facteur G ? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on résout des problèmes? Si on mettait quelqu'un dans un IRM pendant qu'il passe un test de QI, est-ce qu'on pourrait dire « Ah, lui possède un QI de 140 juste en regardant l'imagerie ?» Eh bien la réponse est non.
Et c'est fascinant. On peut voir les zones du cerveau s'activer, on peut mesurer l'épaisseur de la matière grise, la vitesse de conduction des signaux électriques, mais rien de tout ça ne donne directement le chiffre du QI. L'intelligence n'est donc pas une bosse des maths qu'on pourrait localiser dans le cerveau. C'est quelque chose qui émerge de l'ensemble du système. C'est la quantité de connexions entre les milliards de neurones, la vitesse à laquelle l'information circule, l'efficacité à laquelle le réseau se configure pour résoudre un problème nouveau. Cette efficacité, elle dépend de plein de facteurs qu'on commence à peine à comprendre. La myéline, cette gaine qui entoure les axones des neurones et qui accélère la transmission des signaux, la densité des connexions sympathiques, la capacité du cerveau à inhiber les informations non importantes, l'efficacité de la mémoire de travail, cette sorte de bureau mental où on manipule les informations. Tout ça contribue à ce qu'on appelle l'intelligence, mais de manière si complexe et si interconnectée qu'on ne peut pas pointer du doigt telle ou telle chose et dire « voilà, c'est comme ça que ça se passe ». Et c'est là qu'on touche à une première limite importante, parce que si le QI mesure bien cette efficacité cognitive générale, il laisse de côté tout un pan entier de ce que nous considérons comme l'intelligence dans la vie de tous les jours. L'intelligence émotionnelle, cette capacité à comprendre les émotions des autres et à gérer les siennes, l'intelligence sociale, l'art de naviguer dans des groupes complexes et de comprendre les dynamiques humaines, et surtout la créativité, la capacité de produire des idées nouvelles et originales, voire des connexions que personne d'autre ne voit. D'ailleurs, dans les années 80, le psychologue Howard Gardner a proposé sa théorie des intelligences multiples. Selon lui, il n'y aurait pas une intelligence, mais plusieurs, musicale, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle. Cette théorie a eu un gros succès dans l'éducation, même si elle reste controversée scientifiquement. Pourquoi ? Parce que ces différentes intelligences restent souvent corrélées entre elles, ce qui nous ramène au facteur G. Mais Gardner a eu le mérite de souligner quelque chose d'important. Un génie musical comme Mozart ou un athlète exceptionnel comme Mbappé manifestent des formes d'intelligence que les tests de QI ne captent absolument pas. Alors, est-ce que ces autres formes d'intelligence sont complètement décorrélées du QI ? Eh bien, pas tout à fait. Les études montrent qu'il y a souvent une légère corrélation, mais le QI est un très mauvais outil pour pouvoir les évaluer. On peut avoir un QI stratosphérique et être un désastre social, ou avoir un QI dans la moyenne et une créativité débordante qui change le monde. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la science, pour pouvoir travailler, a dû utiliser une définition volontairement restreinte de l'intelligence. Une définition utile, prédictive pour certaines choses, mais terriblement incomplète. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ce que le QI mesure, c'est-à-dire ce fameux facteur G, la question qu'on pourrait se poser c'est, est-ce que cette mesure est fiable ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le test de QI officiel, c'est pas juste un questionnaire en ligne qu'on peut faire en 10 minutes. C'est une série d'épreuves qui durent plusieurs heures qu'on doit passer devant un psychologue formé. Il peut y avoir des cubes à assembler selon un modèle, des suites logiques à compléter, des questions de vocabulaire, des tests de mémoire de travail, où il faut retenir des séquences de chiffres, des épreuves de vitesse de traitement. C'est une batterie de tests très complète conçue pour évaluer un maximum des facettes de notre cognition. Le résultat final est ensuite étalonné sur une population générale. 100, c'est la moyenne. La majorité des gens se situe entre 85 et 115. Et oui, ces tests sont scientifiquement très robustes. De tous les outils de la psychologie, ce sont parmi les plus fiables et les plus étudiés. La corrélation test-retest, c'est-à-dire la stabilité du score si on refait des tests plusieurs mois plus tard, est excellente. Mais attention, le test est fiable pour ce qu'il mesure, c'est-à-dire le facteur G. Pas le bonheur, pas la valeur d'une personne, pas même sa capacité à réussir dans la vie. Une limite importante, c'est quand le profil est trop hétérogène. Si vous avez des résultats exceptionnels en mémoire et très faibles en logique par exemple, le psychologue ne pourra même pas calculer le QI total. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Ce serait comme faire une moyenne entre un 20 sur 20 en dessin et un 2 sur 20 en maths, et dire que c'est un élève moyen. Dans ces cas-là, on parle plutôt de force et de faiblesse spécifiques, et c'est souvent plus informatif qu'un chiffre global. Mais il y a un autre problème, plus profond, les biais culturels et sociaux. Ces tests sont conçus dans un contexte occidental, urbain et éduqué. Certaines questions de vocabulaire ou de culture générale peuvent désavantager des personnes issues d'autres milieux,
même si elles ont des capacités cognitives équivalentes. Et ça, c'est un défi majeur pour les psychologues. Comment est-ce qu'on peut mesurer quelque chose d'universel avec des outils forcément marqués culturellement? Puisque le QI joue un rôle central dans l'évaluation de l'intelligence, intéressons-nous à ceux qui sortent du cadre statistique, les HPI et les hauts potentiels. Par convention, on dit qu'une personne est HPI quand son QI est supérieur à 130. Ça concerne un peu plus de 2% de la population. Et autour de ce sigle HPI, il y a une quantité de mythes et de clichés absolument énormes. Le premier, c'est l'image du HPI torturé, inadapté socialement, angoissé qui ne comprend pas forcément les codes sociaux. On pense par exemple à Sheldon Cooper dans la série Big Bang Theory. C'est une caricature, et une caricature dangereuse. De grandes études scientifiques menées sur des milliers de personnes sont formelles. Les HPI ne sont pas plus anxieux, pas plus déprimés et pas plus en difficulté sociale que le reste de la population. En fait, ils seraient même en moyenne légèrement mieux lotis sur certains aspects. Ils ont tendance à avoir de meilleurs résultats scolaires, de meilleurs salaires, une meilleure santé. Alors pourquoi est-ce que ce cliché persiste ? Eh bien, probablement à cause d'un biais de sélection. Les HPI qui consultent un psy ou qui se retrouvent dans des associations comme Mensa sont souvent ceux qui, en plus de leur HPI, ont des difficultés réelles. Un trouble de l'attention, une anxiété sociale, une dépression. Et le piège, c'est de finir par confondre la conséquence du trouble avec la cause, le fait d'être HPI. D'après la science, le seul trait de personnalité qui semble vraiment ressortir chez les HPI, c'est une plus grande ouverture à l'expérience, une curiosité insatiable, un besoin de comprendre, une attirance pour la nouveauté et la complexité. Retenez bien ce mot, la curiosité. On va y revenir parce que c'est peut-être là que se trouve la clé. Maintenant, une question qui obsède beaucoup de gens, d'où vient l'intelligence ? Est-ce qu'on naît avec ou est-ce qu'on le devient ? La réponse des scientifiques ? Les deux. Il y a une part de génétique indéniable. Les études sur des vrais jumeaux séparés à la naissance montrent de manière spectaculaire ce phénomène. Même élevés dans des environnements complètement différents, leur QI reste pourtant très corrélé. L'héritabilité du QI est estimée entre 50 et 80%, ce qui est énorme. Mais ça veut dire qu'il reste entre 20 et 50% qui dépendent de l'environnement. Et ça, c'est pas rien. L'environnement, c'est la stimulation que vous recevez enfant, le milieu familial, la qualité de l'alimentation et surtout l'école. Aller à l'école est à ce jour le moyen le plus efficace pour augmenter le QI d'une population dans sa globalité. Chaque année d'école supplémentaire correspond en moyenne à quelques points de QI en plus. Et notre cerveau dans tout ça, est-ce qu'il est figé ? Eh bien, pas du tout. C'est l'organe de la plasticité par excellence. Chaque nouvelle chose que vous apprenez, chaque nouvelle compétence que vous développez, modifie physiquement votre cerveau. Les connexions entre les neurones se créent, d'autres se renforcent, certaines disparaissent. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et c'est l'une des découvertes les plus révolutionnaires en neurosciences modernes. Une étude fascinante a suivi des gens sur plusieurs décennies et a montré que ceux qui étaient devenus bilingues au cours de leur vie avaient vu leur QI augmenter davantage que les autres. Apprendre une langue a littéralement remodelé leur cerveau et l'a rendu plus efficace. D'autres études ont montré que les musiciens professionnels ont des zones du cerveau hypertrophiées, notamment celles liées à la motricité fine et à l'audition. D'autres, que les chauffeurs de taxi londoniens qui doivent mémoriser un plan d'une ville labyrinthique, ont un hippocampe plus développé. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Ça veut dire que notre potentiel n'est pas gravé dans le marbre à la naissance. Par contre, il ne faut pas se laisser avoir par les applications qu'on voit un petit peu partout d'entraînement cérébral qui vous promettent 10 points de QI en plus en une semaine. Les études sont claires. Ça ne fonctionne pas. Si vous vous entraînez à faire des tests de QI, vous allez juste devenir très bon à faire des tests de QI. Mais le transfert à l'intelligence générale est quasi nul. Ce qui marche, c'est d'apprendre des choses complexes et nouvelles. Une langue, un instrument de musique, une nouvelle discipline scientifique. Des choses qui forcent votre cerveau à créer de nouvelles autoroutes neuronales. Et maintenant, on arrive à une question cruciale. Est-ce que le QI prédit la réussite ? Eh bien, la réponse est oui et non. Alors oui, il y a une sorte de corrélation. Les personnes avec un QI élevé ont tendance à mieux réussir à l'école, à avoir de meilleures notes scolaires et à vivre plus longtemps, à avoir moins de problèmes de santé évitables. Mais cette corrélation est ni parfaite, ni exclusive. Il y a plein d'autres facteurs qui comptent. La personnalité, la motivation,
les opportunités, le réseau social, la chance. Alors, est-ce que ça vaut le coup de passer un test de QI? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et en fait, la réponse dépend vraiment de vos motivations. Si c'est juste par curiosité, pour avoir un chiffre, alors franchement, ça ne va pas apporter grand-chose. Le QI ne vous dira pas qui vous êtes, ni ce dont vous êtes capable. Il vous donnera juste une indication sur votre efficacité cognitive à un moment donné, dans un contexte donné. Par contre, il y a des cas où ça peut être utile. Si vous avez des difficultés d'apprentissage, si vous vous sentez décalé par rapport aux autres, si vous avez l'impression que votre cerveau fonctionne différemment, alors oui, peut-être qu'un bilan psychologique complet, dont le test de QI en fait partie, peut être éclairant. Pas pour vous coller une étiquette, mais pour mieux vous comprendre vous-même, comprendre votre fonctionnement et peut-être adapter votre environnement en conséquence. Pour les enfants, ça peut être parfois nécessaire pour débloquer des aménagements scolaires ou identifier des besoins spécifiques. Mais attention aux dérives. Connaître son QI peut devenir une obsession, une source d'anxiété ou pire, une excuse pour ne pas faire d'efforts. Bon, il faudrait pas se dire j'ai 140 de QI donc je devrais réussir sans avoir besoin de travailler. Ou j'ai 95 de QI, ça veut dire que je ne peux pas y arriver. Ces deux attitudes sont toxiques. Le QI n'est pas un passeport pour la réussite, ni une condamnation à l'échec. C'est juste un outil de mesure, avec ses limites et ses biais. Et surtout, gardez en tête que le chiffre que vous obtiendrez ne sera jamais qu'une photo à un instant T. Votre intelligence évolue, se transforme, se développe tout au long de votre vie. Un test de QI ne peut pas capturer cette richesse et cette complexité. Et c'est là qu'on commence à toucher du doigt l'une des choses les plus contre-intuitives. Un paradoxe qui remet un petit peu en question tout ce qu'on pensait savoir sur l'intelligence et sur la réussite. Le physicien Richard Feynman, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, un génie absolu qui a révolutionné notre compréhension de la physique quantique, avait un QI testé à 125. Bon score, au-dessus de la moyenne, mais c'est pas stratosphérique. Ça n'est pas le 160 ou 180 qu'on fantasme pour un prix Nobel. A l'inverse, l'une des plus longues études jamais menées a suivi pendant des décennies plus de 1500 enfants californiens avec des QI supérieurs à 140, dont des génies certifiés sur le papier. Le résultat, ils ont eu de belles carrières, de bons salaires, des vies réussies selon les critères conventionnels, mais parmi eux, aucun prix Nobel, aucune découverte révolutionnaire. Aucun génie reconnu par l'histoire. Pire, 2 enfants qui avaient été rejetés de l'étude parce que leur QI était trop bas ont fini par avoir un prix Nobel. William Shockley et Luis Alvarez pour ne pas les citer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que si le QI est un bon prédicteur de la réussite normale, il semble passer à côté d'un ingrédient essentiel qui mène à l'accomplissement exceptionnel, au génie. Alors, c'est quoi cet ingrédient secret ? Pour le comprendre, il faut sortir de la vision linéaire plus de QI égale plus de génie. Un psychologue du nom de Joseph Renzulli a proposé un modèle beaucoup plus éclairant. C'est le modèle des 3 anneaux. Imaginez 3 grands cercles qui se croisent. Le génie, le vrai, se trouve à l'intersection de ces 3 cercles. Il faut donc 3 éléments pour que la magie opère. Le premier anneau, c'est l'intelligence. Alors oui, il en faut. Une capacité cognitive légèrement au-dessus de la moyenne. C'est une sorte de boîte à outils. C'est la puissance de calcul qui permet de manipuler des concepts complexes, de voir des patterns, de résoudre des problèmes. Un QI de 125 comme Feynman est largement suffisant, pas besoin d'un 180. Au-delà d'un certain seuil, disons 120, l'intelligence supplémentaire n'apporte pratiquement pas grand-chose. Le deuxième anneau, c'est la créativité. La capacité à voir les choses différemment, à connecter des idées qui ont a priori rien à voir, à sortir des sentiers battus, à poser des questions que personne ne pose. Si vous avez une intelligence immense mais pas de créativité, vous allez juste être un excellent technicien. Vous résoudrez brillamment des problèmes qu'on vous donne, mais vous ne proposerez jamais rien de nouveau, vous ne créerez jamais de rupture. Et le troisième anneau, le plus souvent oublié, et pourtant le plus crucial, c'est l'engagement dans la tâche. C'est la passion, l'obsession. La capacité à travailler sur un problème pendant des années, sans lâcher, même quand tout le monde vous dit que c'est une impasse. C'est la rage de comprendre, c'est la discipline. C'est ce qu'on appelle parfois le grit, cette combinaison de passion et de persévérance pour les objectifs à long terme.
Vous pouvez avoir une intelligence folle et une créativité débordante. Si vous n'avez pas cet engagement, vos idées resteront des feux de paille, des fulgurances sans lendemain, des et si qui ne deviennent jamais voilà comment. Et cette alchimie, on la retrouve absolument partout, pas seulement chez les scientifiques. Regardez par exemple Picasso, une intelligence artistique exceptionnelle, une créativité révolutionnaire et un engagement total dans son art. Il a peint jusqu'à sa mort à 91 ans. Regardez Serena Williams, une intelligence kinesthésique hors norme, une créativité tactique sur le court et un engagement physique et mental qui l'a mené au sommet pendant des décennies. Regardez Steve Jobs, pas forcément le plus technique de son équipe, mais une vision créative unique et un engagement obsessionnel dans ses projets. La bonne nouvelle, c'est que si le premier anneau, l'intelligence brute, a une forte composante génétique, les deux autres, la créativité et l'engagement, ce sont des compétences, des muscles, des attitudes. Et ça se travaille, ça se cultive. La créativité, ça se cultive en sortant de sa zone de confort, en s'exposant à des idées nouvelles, en lisant des livres qui nous dérangent, en parlant à des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, en posant des questions qui peuvent paraître stupides, en acceptant d'avoir l'air ignorant. La créativité, c'est souvent la capacité de faire des connexions inattendues entre des domaines apparemment sans rapport. Pour faire ces connexions, il faut avoir un large répertoire d'idées, de concepts, d'expériences. Plus votre bibliothèque mentale est riche et diverse, plus vous avez de chances de faire des connexions originales. Et l'engagement, ça se cultive aussi, en trouvant ce qui vous passionne vraiment. Pas ce qui devrait vous passionner selon les autres, mais ce qui vous fait vibrer vous. En apprenant que la passion ne suffit pas, qu'il faut aussi de la discipline. En apprenant à voir les échecs non pas comme des fins en soi, mais comme des étapes vers la compréhension. En développant ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance. L'idée que nos capacités ne sont pas fixées, mais peuvent se développer avec l'effort et la pratique. Alors, si cette alchimie est accessible à tous, pourquoi est-ce que si peu de gens l'atteignent ? Bien peut-être parce qu'on est tous conditionnés à croire que l'intelligence est au-dessus de tout, qu'il suffit d'être doué pour réussir, qu'on avait soit le don, soit qu'on n'a pas le don. Cette croyance est toxique. Ça pousse les gens intelligents à éviter les défis pour éviter d'échouer, de peur qu'on remette en question leur identité. Et ça décourage les autres qui se disent qu'ils n'ont pas le bon matériel de base. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Bien que l'intelligence, ça n'est pas un chiffre, ça n'est pas une étiquette, ça n'est pas un don qu'on reçoit à la naissance. C'est un tissu vivant, complexe, changeant, c'est une construction, et même les outils les plus précis de la science, comme le QI, ne mesurent qu'une petite partie, une forme d'efficacité mentale, utile mais incomplète. Le génie ne vient pas d'un test réussi, il naît d'un élan intérieur. Une question qu'on n'arrive pas à laisser tomber. Une idée qu'on a envie de creuser, même si elle n'a pas l'air utile, même si personne ne nous la demande. C'est des fois une simple étincelle de curiosité et la volonté de la poursuivre. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. D'ailleurs, ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, c'est de partager un petit peu cette démarche, de se poser des questions, et puis de chercher, de lire, d'écouter, de discuter, d'apprendre non pas forcément à briller, mais plutôt à comprendre. Et plus on comprend, plus on mesure l'immensité de ce qu'on ne sait pas encore. Ça n'est pas l'intelligence qui nous pousse à apprendre, c'est la curiosité. Et cette curiosité, on l'a tous à des degrés divers. Et c'est ça le plus important. Pas le QI, pas ce que vous savez déjà, mais ce que vous avez envie de découvrir. Le génie ne vient pas forcément d'une capacité hors norme, c'est une attitude, une persévérance, une attention portée au mystère du monde. Et cette attention-là, vous pouvez l'avoir. Parce que la vraie intelligence, ça n'est peut-être pas forcément d'avoir toutes les réponses, mais de continuer à les chercher. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez découvrir leur boisson, vous avez le lien juste en dessous avec le code ChristophePoli5 pour une réduction sur votre première commande.